Une loi passe tranquillement en expliquant que le Crous a cette opportunité finalement de céder des logements vacants. Vacants, et j'insiste bien sur le terme. Et aujourd'hui, on sait que 3000 étudiants, sans avoir été volontaires, finalement, vont se voir capter, et là aussi le terme, je pense, est le plus juste, leur logement. Donc on parle, on va même aller plus loin, c'est de l'expulsion. La réponse est oui, Paris devient une ville excluante. Pour les Français, logement social, ça veut dire avoir des voisins dont on n'a pas envie. Alors que, selon les quartiers, vous verrez que, et si la politique du peuplement est véritablement respectée, vous avez des résidences où tout se passe très bien, où c'est digne d'un parc résidentiel ancien. Nos ouvriers sont issus de l'immigration, et nous en avons besoin. Julie Douarin, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Julie Douarin, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui êtes-vous? Je travaille dans l'immobilier. Aujourd'hui, je fais partie de ce qu'on appelle les lobbyistes immobiliers. Je touche à tous les types d'immobilier. Ça fait 20 ans que je suis dans le secteur. J'ai commencé dans le logement social pour terminer dans l'immobilier de luxe. Et aujourd'hui, j'ai une boîte de conseils, d'incarnation et d'images pour les acteurs et actrices de l'immobilier, qu'ils soient débutants jusqu'aux grands patrons. J'ai tenu à vous inviter dans le cadre d'une entrevue que vous avez accordée à un média qui s'appelle Factuel, où vous parliez de récents événements et surtout de la décision qui a été prise par le Conseil d'État au sujet des logements du Crous. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? Le Crous, ce sujet sur le logement et le mix Crous et logement, j'ai été sollicitée par un média qui s'appelle effectivement Factuel, il y a quelques mois, qui m'interpellait sur le fait, déjà, étions-nous au courant et étions-nous responsables, nous acteurs et actrices du logement? J'en avais entendu parler puisque c'est un sujet qui date du printemps 2023. Et à ma grande surprise, nous n'avions pas été sollicités. Donc j'ai travaillé sur le sujet afin de répondre à cette interview sur différents pans, qu'ils soient éducation ou logement, pour apporter en fait de l'information aux Français. Quelle est cette décision concrètement? Alors, depuis 2023, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en préparation des Jeux Olympiques en France et notamment en région parisienne. Il y a une partie transport, il y a une partie Jeux Olympiques en dur, et puis il y a aussi cette problématique de où allons-nous loger finalement les personnalités qui vont se déplacer, les touristes qui vont venir, et puis comment réussir finalement à vivre entre des personnes qui vivent là à l'année et ce public qui finalement va faire grossir Paris sur à peu près 2 mois. Depuis le printemps 2023, il était question, notamment pour les personnes qui vont intervenir sur les Jeux Olympiques, de leur trouver un hébergement. Sauf que, jusqu'à présent, sur nos grands épisodes sportifs, on n'a jamais finalement sollicité les logements étudiants. 2018, petite partie historique, une loi passe tranquillement en expliquant que le Crous a cette opportunité finalement de céder des logements vacants. Vacants, et j'insiste bien sur le terme. Or, bien évidemment, les confédérations étudiantes se sont rebiffées, si je peux le dire, et à juste titre, sur le fait que on les mette gentiment à la porte. Il y a eu des référés, c'est monté en puissance, et puis finalement, le 29 décembre, on a eu une décision qui a été ferme et définitive, expliquant que sur les 30% de logements étudiants
qui sont vides l'été, à savoir 6 000 logements, 3 000 seraient réquisitionnés. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que ça n'est pas sur la base du volontariat. Donc on va à l'encontre finalement de la décision de 2018. 12 pôles sur l'ensemble du Crous parisien. Alors le Crous, c'est le Conseil régional des œuvres universitaires et scolaires. Ça concerne l'éducation au niveau secondaire, a été obligé de céder finalement. Et aujourd'hui, on sait que 3 000 étudiants, sans avoir été volontaires, finalement, vont se voir capter, et là aussi le terme, je pense, est le plus juste, leur logement. Donc on parle, on va même aller plus loin, c'est de l'expulsion, avec une contrepartie qui n'est pas du tout à la hauteur, finalement, de l'effort qui est demandé et par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement secondaire. Alors, il faut savoir que le ministère du Logement, lui, n'est pas concerné par cette décision. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette compensation qui est prévue à ces étudiants? J'espère que vous êtes assis. C'est le moment où on partage quelque chose. Alors, pour 2 mois, puisque en vérifiant les textes, en préparant notre moment ensemble, on aurait pu penser finalement les Jeux Olympiques, c'est une séquence de 15 jours. Eh bien non. Ces étudiants vont devoir laisser pendant 2 mois, et à minima, puisque n'ont pas été comptabilisés, les Jeux paralympiques, qui interviennent en général quelques mois après. Et on leur donne très gentiment 100 € et 2 places pour assister à une épreuve des Jeux Olympiques. Mais comment voulez-vous, financièrement, ça correspond pas au nombre de loyers finalement, et aussi aux frais qu'ils vont avoir, parce que ce que les Français ne savent pas, c'est que les étudiants du Crous, finalement, ils ne restent pas en général qu'une année. C'est-à-dire qu'on leur attribue un appartement avec une condition d'assiduité et de réussite aux examens. C'est du donnant-donnant, hein. Et vous avez des étudiants qui sont là pendant 3, 4, 5 ans. On a vu une interview assez probante sur le sujet d'un étudiant en médecine qui est à sa 3e année et qui est expulsé. Donc ils ont tout leur mobilier, ils ont leurs affaires personnelles, leurs affaires d'étudiants. Où et comment vont-ils pouvoir déménager, et qui prend les frais en charge? Ça commence aussi par ça. Et dernier point sur lequel finalement la décision du 29 décembre pose plus ou moins problème, c'est la question du relogement à la rentrée. Vont-ils véritablement être relogés? Comment vont-ils être relogés? Vont-ils retrouver les logements qu'ils avaient initialement? Puisque quand vous rentrez, vous êtes logé par le Crous, en fait, on ne change pas de logement tous les ans. Donc encore beaucoup d'inconnus finalement qui nous posent problème, et un sentiment d'injustice, et bien évidemment qui ne correspond pas à la manne financière qu'ils vont avoir, en plus de leur propre expulsion, à sortir. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'annonce des Jeux Olympiques à Paris n'est pas une surprise. La décision est connue depuis un certain moment. On s'en doutait d'ailleurs même avant cette décision. Comment se fait-il qu'on ne soit pas préparé, notamment en mettant en place un village olympique, tel que ça a été fait notamment à Solchi, pour les Jeux Olympiques de Solchi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévu ce qui allait se passer? Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez regardé la séquence politique dans laquelle nous vivons. Nous avons eu, au milieu de cette préparation des Jeux Olympiques, une 2e élection présidentielle. Et on a un peu cette impression qu'on est dans la réaction et pas dans la proaction. C'est-à-dire que sur le premier quinquennat, nous avions un ministre des Sports. Aujourd'hui, nous avons un ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Or, pour rappel, la candidature aux Jeux Olympiques se fait par une ville. Et on était, puisque cette décision, elle date quand même de l'époque de François Hollande, hein, cette présentation comme Paris, ville des Jeux Olympiques, elle date de cette période politique. On avait le temps. Or, dans beaucoup d'autres villes qui ont été hôtes des Jeux Olympiques, on peut prendre Tokyo, on prend Sochi, on peut même aller plus loin, hein, on va rester dans notre pays, Albertville, même si certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, il n'a jamais été question de déloger une partie de la population. Donc nous avions le temps, en plus,
pour ceux et celles qui sont de région parisienne, ils connaissent un peu le panorama. Pour ceux qui ne le sont pas, nous avons autour de Paris quand même des zones boisées assez intenses, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, qui en plus sont proches finalement des stations de métro, qui permettent d'aller sur les différentes zones où se trouvent les jeux. Donc, est-ce que c'est finalement un manque de préparation? Est-ce que c'est du jean-foutisme? On peut le dire aussi. Ou est-ce que le calendrier finalement politique que nous avons eu, la séquence politique qui vient de se mettre en place, finalement a préféré gérer toute la partie économie du pays au détriment de cette préparation de Jeux Olympiques? Justement, est-ce que dans la réaction, est-ce qu'on a encore suffisamment le temps aujourd'hui de pouvoir construire ce genre de village olympique pour accueillir un public? Je ne sais pas à quel moment l'interview sera diffusée. Nous sommes au mois de février. Les Jeux Olympiques arrivent au mois de juillet. Construire des baraquements, des logements, en tout cas, et puis en plus la période s'y prête, on est en été, il fait bon, il n'y a pas de problématique climatique normalement. Quand vous allez sur des chantiers, là je parle pour la partie logement, ça se construit très très rapidement. Bien évidemment que nous avons le temps d'avoir des plans B. Et pour construire un village olympique, alors soit on se dit on va construire dans le dur, mais c'est pas l'objectif, d'abîmer toute la périphérie parisienne. Mais en tout cas, construire des préfabriqués en mode mobil-home avec des choses un peu sympathiques, bien évidemment que ça peut se faire en moins de 3 mois. Et on a largement le temps puisque, grosso modo, on a encore presque 5 mois. On reste sur l'immobilier, mais même si le sujet est un peu détourné, est-ce qu'aujourd'hui, les Français sont les bienvenus aux Jeux Olympiques? Je ne parle pas des Parisiens, mais des Français en règle générale. Quand on voit le prix, notamment des transports qui augmente, quand on voit le prix du logement, effectivement, qui augmente aussi, les Airbnb, en tout cas les propriétaires de Airbnb sont très heureux, j'imagine, mais est-ce que finalement, ils ne sont pas excluants de ces Jeux Olympiques pour les Français? Ils sont mal pricés, je vais le dire de cette manière-là. Moi, je pense que les Français qui vont se déplacer aux Jeux Olympiques sont des fans de sport et économisent depuis des années. Quand on a vu le prix des billets, c'est un coût. Vous êtes régionaux, vous êtes fan d'athlétisme, vous êtes fan de badminton, vous êtes fan de natation ou d'une autre discipline. Vous avez déjà ce coût de billet, vous avez le coût de transport, vous avez le coût du logement. On va certainement aussi également avoir une petite majoration des prix. Certains restaurateurs ne joueront pas forcément le jeu. Donc oui, ça a un côté excluant qu'on n'avait pas non plus ressenti à l'époque d'Albertville. C'est-à-dire que l'ADN même des Jeux Olympiques et du sport, et je vais même aller plus loin, l'essence même du sport, c'est de toucher tout le monde, quelles que soient finalement ses origines, ses revenus. Ça doit rester une fête. Or, ces Jeux Olympiques parisiens, et peut-être aussi parce que c'est Paris, donnent l'impression qu'ils ne sont dédiés qu'à une certaine catégorie de personnes qui ont le budget. Donc ça perd de son essence même. Et j'aimerais vous poser une question qui est liée à ça, qui a été posée notamment par un de nos auditeurs. Est-ce qu'au final, Paris ne devient pas excluante? Dans le sens où, aujourd'hui, un jeune cadre qui gagne, disons, un peu plus du salaire médian, disons qu'il est à 3 000 € net par mois, qui est un jeune cadre, qui n'a pas forcément de patrimoine et qui aimerait aujourd'hui devenir propriétaire sur Paris. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est encore une possibilité? Alors, ça peut être une possibilité si on a du temps. C'est-à-dire que si vous êtes H24 sur votre téléphone portable, que vous suivez plusieurs acteurs, actrices de l'immobilier, si vous vous inscrivez aux enchères interactives, mais ça devient un métier à plein temps, j'ai envie de vous dire. Oui, il y a encore quelques opportunités et on les touche aussi au moment des successions finalement, parce que les héritiers ont cette nécessité, cette envie que ça parte vite. Mais si on fait ça de manière très normale, avec un emploi, en faisant les choses dans l'ordre, en suivant le process, finalement aujourd'hui Paris exclut une catégorie qui n'est même pas la catégorie moyenne
du français moyen. C'est-à-dire que le jeune cadre parisien touche un peu plus qu'un cadre en région, qu'on soit à Bordeaux, à Marseille. Alors, ça s'explique aussi parce que vous faites un panier de courses en région parisienne, il y a 50 € d'écart si vous faites le même dans le même commerce en région. Toujours est-il que ces jeunes cadres parisiens, finalement, et même quand ils se mettent en couple, donc si on double le salaire et qu'on bascule à 6 000 €, et ben finalement, ils sont laissés sur... ils sont à quelques centaines d'euros près, acceptés par les banques ou rejetés par les banques. Et aujourd'hui, ça devient, ces primo-accédants deviennent finalement un enjeu aussi pour nous, acteurs et actrices de l'immobilier, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils gagnent leur vie, et parce que on n'a pas de solution pour les aider finalement à rentrer dans ce parc dit de propriétaires. Donc oui, la réponse est oui. Paris devient une ville excluante. Et puis encore plus selon les arrondissements. Je pense que ce jeune cadre, pour reprendre cet exemple, ne pourra jamais acheter par exemple dans le 8e arrondissement. À moins de prendre un taudis. Voilà, à moins de prendre un taudis et qu'il l'occupe, puisque là aussi on ne peut plus louer. Et ça va s'accélérer. Hein. Ce sont les dernières annonces de notre premier ministre, Monsieur Attal, sur la déperdition énergétique. Donc tout dépend aussi. Ce qu'on note, c'est que ces jeunes cadres essaient d'investir finalement dans du locatif sans l'occuper, sur des mini-structures. Le 8e, c'est intouchable. Le 8e aujourd'hui est occupé par des beaux commerciaux de très très grandes franchises qui sont en capacité de payer le loyer, et puis par soit des populations qui sont là depuis toujours, et troisième type de population, des étrangers qui ont un pied-à-terre à Paris et qui occupent finalement pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois leur appartement par an, mais qui en aucun cas ne louent. Et de toute façon, on est dans cette dynamique de devenir propriétaire. Donc le 8e, c'est intouchable. Il y a eu la crise des subprimes. Est-ce que depuis, l'immobilier arrive à stabiliser, ou est-ce que c'est tellement instable qu'il faut effectivement, comme vous l'avez dit, en faire un travail à plein temps pour réussir aujourd'hui à trouver la belle occasion? Alors les subprimes, c'était une autre crise. On s'est dit véritablement que nous étions perdus. Ça a été le moment de panique le plus important, en tout cas, que moi j'ai pu déceler, puisque je travaillais déjà à cette période-là. Et on n'avait pas de solution, on s'en est sorti. Et on a vu sur les années qui ont suivi que finalement l'immobilier a rebondi très bien. Les taux d'intérêt sont devenus bas, voire même trop bas, et les prix n'ont fait qu'augmenter. Donc on a créé une espèce de bulle de spéculation qui fonctionnait très bien jusqu'au moment où une bulle, ça explose. Et aujourd'hui, nous, notre mission à toutes et à tous, finalement, c'est d'essayer d'équilibrer le marché. Alors, il y a plusieurs sujets sur lesquels, finalement, les subprimes n'étaient pas la crise la plus dure que nous ayons subie. Aujourd'hui, finalement, l'époque nous oblige sur différents sujets. La construction. Puisqu'on a vécu sur nos acquis, nous sommes quand même un pays de bâtisseurs. Nous avons des grands noms dans la promotion et la construction immobilière, nationaux et qui jouent également à l'international. Ça marchait très bien, sauf que ça fait quand même 30 ans que nous vivions sur nos acquis. Et aujourd'hui, quand on nous annonce on va essayer de pousser un maximum pour construire 30 000 logements, en fait c'est 300 000 logements par an qui nous manquent depuis 30 ans. Donc ça commence par ça. Or, le nerf de la guerre, quoi qu'il arrive, il se situe sur la construction. La construction, pourquoi? Parce que les financements ne leur sont pas donnés. Les permis de construire ne leur sont pas donnés. Or, au moment des subprimes, nous étions aux alentours de 62-63 millions de Français. Aujourd'hui, on approche les 68 millions de Français. On n'a pas construit. Et puis, la rotation, finalement, ne s'est pas faite. Donc aujourd'hui, on est dans une crise qui, à mon sens, est beaucoup plus importante parce qu'elle touche à ce premier pan, finalement, du monde du logement.
Vous avez la construction, vous avez ce qu'on appelle la transaction. Alors la transaction, que ce soit dans le neuf, que ce soit dans l'ancien, donc ça c'est la partie commercialisation. Vous avez une autre partie qui s'appelle la location, gestion, syndic, donc ça c'est la vie quotidienne des Français quand ils sont locataires. Et vous avez la PropTech. Et la crise qui nous touche aujourd'hui, finalement, touche tout le monde, a un effet rebond sur tout le monde. Comme on n'a pas construit, les Français peuvent pas devenir propriétaires. Pas construit et pas réhabilité, parce que les promoteurs et les constructeurs réhabilitent également. Voyez-vous. Donc, les Français vont sur quoi? Sur la location. Le parc locatif était pas assez important. Donc, ça nous donne des files d'attente où avant, on avait une trentaine de dossiers. Aujourd'hui, sur certaines zones, et pas que dans Paris, c'est sur d'autres villes de France, hein, vous avez jusqu'à 300 dossiers. Et des super dossiers. Les gestionnaires ont du mal à gérer. Et la PropTech qui nous propose des outils, on leur répond très gentiment, on va d'abord gérer les humains, donc nos clients, et on verra pour investir après chez vous. Donc toute la chaîne de valeur aujourd'hui, en fait, je vais employer un mot très dur, mais il faut qu'on l'emploie, on survit. Alors qu'on représente quand même, si vous voulez d'abord une mission d'intérêt public, loger les gens, ça commence par ça, et par an, selon les années qu'elles soient plus ou moins fastes, on est entre 12 à 20% du PIB français. On représente ça en manne financière. Donc aujourd'hui, on a cette nécessité de venir à l'aide du soldat construction. Vous rappeliez tout à l'heure, vous connaissez très bien les types de construction HLM. J'aimerais qu'on revienne sur la réforme proposée par Gabriel Attal, justement sur les quotas de logements sociaux. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez nous rappeler ce que c'est la loi SRU en gros? Alors, selon différentes communes, on a obligation ou non d'avoir un pourcentage de construction qui sont dédiés au logement social. Le logement social, c'est important qu'on en parle parce que pour les Français, ça veut dire HLM. Or, c'est pas du tout ça. Dans le logement social, vous avez différents plafonds de ressources. On va du très très social, donc des personnes qui sont dans des associations ou dans des situations plus que précaires ou d'urgence, jusqu'à des loyers déplafonnés. Vous avez 3 contingents. Le logement social, en fait, se partage entre le contingent attribué par la mairie, donc là c'est sur les premiers plafonds de ressources, la préfecture, donc certains fonctionnaires, les personnels d'ambassade quand ils reviennent, qui sont également des fonctionnaires mais à l'étranger, et puis le 1% patronal. Donc les sociétés qui ont un certain nombre de salariés cotisent et ont la possibilité après de présenter des salariés sur certains types de logements. Cette loi, en fait, nous dit, voilà, vous êtes une commune de tant de personnes, vous devez, à minima, avoir ce pourcentage de construction en logement social avec une mixité de population et une politique de peuplement. La politique de peuplement et la mixité de population, c'est de mettre plusieurs plafonds de ressources au même endroit. Donc, c'est de trouver dans une résidence un employé d'une grande firme française comme quelqu'un qui sortirait d'une association et qui se remet à flot, qui revient dans la société. Aujourd'hui, la problématique, c'est que on a laissé un vide en expliquant que si vous ne souhaitez pas, vous, maire, élu, sur telle ou telle zone, avoir ce pourcentage de logements sociaux, vous avez la possibilité de payer une amende. Donc, certaines villes ont joué le jeu, d'autres n'en ont pas l'envie. Et aujourd'hui, encore une fois, cette proposition, en tout cas, de loi, elle n'est pas inintéressante. Mais ça peut avoir aussi un effet pervers de se dire, mais finalement, comment ils vont l'appliquer? Comment on va dire à un maire sur telle ou telle ville qui ne veut pas tant de pourcentage de logements sociaux, comment l'État va les obliger à faire ça? C'est très intéressant en termes de mise en place. Et cette loi, elle est intéressante également dans le fait que pour les Français, logement social, ça veut dire avoir des voisins dont on n'a pas envie. Alors que, selon les quartiers, vous verrez que, et si la politique du peuplement est véritablement respectée, vous avez des résidences où tout se passe très bien, où c'est digne d'un parc résidentiel ancien.
Donc moi, je suis très curieuse de voir comment ils vont réussir à mettre ça en place, et si surtout, ça va aller jusqu'au bout de la ligne. Parce que là, finalement, on touche également à une manne humaine qui est très importante pour nos politiques, qui s'appelle les élus locaux, les élus de proximité. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux véritablement qui ont le plus de pouvoir sont nos élus de proximité, et également ils sont ceux qu'on écoute le plus, parce qu'on les croise. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de logements non occupés en France? Alors, c'est un chiffre qui est souvent rappelé par la France Insoumise notamment, et la Fondation Abbé Pierre, le fait qu'il y ait un grand nombre de gens à la rue, et pourtant il existe des logements non occupés. On est à plus de 3 millions. À plus de 3 millions. Christophe Béchu en a parlé hier. Donc là, je vais vous donner la date, c'était le 7 février 2024. J'ai un doute si c'est 3,2 millions, 3,5 millions, mais c'est quelque chose de cet ordre. Et la problématique, finalement, que le gouvernement pointe du doigt, c'est que ces logements inoccupés ou vacants ne se trouvent pas, finalement, sur des zones dites tendues. Cependant, vous avez également des rapports qui vous disent, sur des zones tendues, voilà, sur tel type de résidence ou dans tel type de parc, on a 10-15% de logements qui sont inoccupés. Après, la problématique du logement vacant ou inoccupé, elle peut aussi tendre vers ce qu'on appelle le logement secondaire. Va-t-on vers une loi qui finalement, en surtaxant des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui ont cette envie pour leur retraite finalement d'avoir ce logement secondaire, puisqu'on a réquisitionné les logements étudiants, est-ce qu'on va surtaxer le logement secondaire, ou est-ce qu'on serait en capacité d'avoir une proposition de loi qui expliquerait très gentiment, vous rentrez dans les cases, si vous rentrez pas dans les cases, eh bien l'État peut-être peut se prévaloir de proposer une réquisition. On peut, tout est ouvert sur ce sujet-là. Je vais vous poser la question d'un ami qui s'appelle J, je ne dirais pas son prénom, qui est promoteur immobilier. Comment se fait-il que les promoteurs immobiliers, aujourd'hui, en 2024, aient autant de mal par rapport à une certaine époque, à communiquer avec les municipalités, à communiquer avec les pouvoirs locaux? Alors ça remonte, on va faire un petit peu d'histoire si vous voulez bien. Je vous ai dit, pour les gens qui n'ont pas vu la séquence précédente, ça fait 30 ans. 30 ans qu'on vit sur des acquis, et on a des promoteurs nationaux, internationaux, mais on a aussi d'excellents promoteurs locaux qui finalement, à qui on venait gentiment tendre la main. C'est-à-dire que les élus venaient les chercher. Donc jusque-là, tout allait bien. Et puis, un jour, dans certaines municipalités, dans certaines communautés d'agglo, on leur a gentiment dit, écoutez, ça coûte trop cher, ou on n'a plus envie, et puis de toute façon, on préfère mettre l'argent sur de la voirie, sur tel ou tel type de choses. Et la personne que vous avez en face de vous, qu'ils ont en face de vous, et ça, c'est du véridique, donc Gilles ne va pas être très content. J'espère qu'il n'est pas sur une des régions, mais en tout cas, je ne vais pas citer la région parce que j'ai pas envie de lui faire du mal à cette région. Vous avez quelqu'un au service urbanisme qui est postier. Donc, dès lors qu'un promoteur va lui demander un permis de construire, on est bien d'accord que la langue utilisée n'est pas la même, et que il va pas forcément comprendre, quand même il a d'autres compétences sur d'autres sujets, que si ce promoteur finalement n'a pas la possibilité de construire là, finalement il n'a pas 10 000 résidences à construire au même moment. C'est-à-dire que on pense toujours aux plus gros promoteurs qui ont plusieurs projets au même moment, mais les promoteurs locaux finalement, s'ils en ont 3 ou 4 au même moment, c'est le maximum du maximum. C'est des promoteurs qui font un projet immobilier par un projet immobilier. Et aujourd'hui, en fait, ils ne sont plus reçus. Et surtout, ils n'ont pas les bons interlocuteurs. Et on a un ministre, alors on ne sait pas s'il va continuer à être notre ministre, on est toujours dans cette attente, qui s'appelle Patrice Vergrit, qui est le maire, qui était le maire de Dunkerque, qui a beaucoup œuvré justement sur l'histoire du logement,
parce que il avait fait des études d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et lui, sa proposition de loi, je ne sais pas si elle va continuer à être portée, finalement, c'était de délocaliser la décision immobilière dans chacune des régions. Mais on en revient toujours à la même problématique que Gilles va pouvoir rencontrer, moi je ne sais pas sur quelle région il est, qui va-t-il avoir en face de lui? J'aimerais qu'on aborde un autre sujet, qui est celui de la gentrification. La gentrification, c'est un projet qui est beau sur le papier, mais qui, in fine, est-ce qu'il marche réellement? J'entends par là qu'il y a effectivement des populations plus aisées qui se sont installées dans des quartiers plus précaires, dans des logements tout neufs, sauf qu'in fine, ils ne scolarisent pas leurs enfants dans la même école que ces derniers, sauf qu'in fine, ils ne font pas les courses dans les mêmes supermarchés que ces derniers, et que ces logements, finalement, deviennent des logements dortoirs après le travail, mais plus ce qui était un lieu de vie. Donc la fête des voisins, ils n'y participent pas, par exemple. Est-ce que ces gens-là sont finalement juste des habitants dans le sens où ils habitent, occupent un logement, ou est-ce que c'est des habitants qui partagent la ville et les activités de la ville? Et c'est un échec ou une réussite, selon vous? Elle est ardue, cette question. Et en fait, il y en a plusieurs dans ce que vous me demandez. Moi, je n'aime parler que de choses que je connais. Il y a une partie de cette population qui n'avait plus justement accès au centre-ville des grandes villes où ils souhaitaient s'installer et qui, soit par obligation, soit par volonté aussi, parce qu'il y en a, d'avoir un autre type de vie, ont décidé d'investir et de s'installer physiquement sur des zones auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Et puis, je dirais que la grosse majorité quand même, allez, 70-80%, effectivement ne scolarisent pas leurs enfants là où ils vivent, se font livrer plutôt que d'aller consommer chez le commerçant du coin. Moi, je vois finalement cette histoire de gentrification comme de l'investissement. Je pense que ce sont des utilisateurs, c'est même pas des habitants, des utilisateurs, parce que les week-ends, ils sont pas là. Les vacances, ils ne sont pas là également. Mais ça leur a permis d'avoir finalement le pied dans le système immobilier et dans le système bancaire. Et du coup, à la revente, ils arriveront avec un apport conséquent. Donc, je pense que sur l'idée, au tout début, ça pouvait avoir quelque chose d'intéressant, mais qu'on est tombé dans un écueil et que là, encore une fois, nous n'avons pas maîtrisé. Il n'y a pas eu de politique, là, de logement, ni de politique de peuplement. Et ça a été une désillusion où, alors je vous le dis, certains ont fait des coups en se disant j'achète dans telle ou telle ville. J'ai pas envie de citer les villes parce que pareil, je veux pas faire de mauvaise pub. Mais je pense que de toute façon, les propriétaires aujourd'hui de ces appartements sur ces zones revendront, feront une jolie plus-value et vont s'acheter une jolie petite maison où, en tout cas, le banquier sera plus facilitateur sur une demande d'appartement intramuros dans la ville d'à côté. Alors, vous ne pouvez pas bien évidemment citer ces villes, je le ferai à votre place, puisque ce sont des villes que je connais bien, surtout la ville de Saint-Denis. Saint-Denis qui a connu une gentrification et une évolution de la population extraordinaire. Tout dépend le point de vue, mais en tout cas, il y a une évolution qui est réelle. Sauf qu'in fine, effectivement, les habitants traditionnels de Saint-Denis, aujourd'hui, ne peuvent plus acheter à Saint-Denis, le prix étant devenu extravagant. Est-ce qu'au final, cette exclusion de Paris, dont on parlait tout à l'heure, n'a pas aussi des conséquences ensuite sur la banlieue, de l'autre côté du périphérique, et in fine, où vont aller les gens qui habitaient traditionnellement dans ces banlieues? Jusqu'à où peut-on, en fait, repousser ces habitants des agglomérations? Je vais prendre un exemple dans un autre pays. Dans un autre pays pour vous donner une image de ce qui pourrait être le pire pour nous. Moi, je fais partie de cette génération où les États-Unis étaient le pays que tout le monde regardait. Vous allez aux États-Unis, quelle que soit la ville, vous marchez dans une rue, vous avez des résidences magnifiques et puis au bout de la rue, vous avez des gens qui sont dehors, vous avez des logements qui sont insalubres. La façon dont on a mené les choses en France va nous amener à ça. Parce que là aussi, on a manqué
de protectionnisme par rapport aux locaux. Certains locaux ont l'envie de s'en aller, mais il y a certains locaux, et je pense à la petite mamie qui a vécu toute sa vie dans cette ville, peu importe ses revenus, elle n'a pas envie de bouger, sa vie elle est là, ses commerçants sont là, elle se sent chez elle. Si on vient lui proposer « Madame, je vous rachète à temps, machin », ou vous êtes expulsé parce qu'on démolit l'immeuble et que on a cette idée qu'on veut une population beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique et qui a une interaction sur les centres névralgiques décisionnaires parisiens, c'est violent. C'est violent. Donc moi, plus je regarde d'un point de vue historique et aménagement du territoire, et plus je trouve que on s'américanise sur ce sujet. Ça n'a pas marché aux États-Unis. Ça ne marchera pas dans d'autres pays, et notamment en France. Et en plus, on a un rapport au logement en France. Nous sommes quand même un des rares pays où il y a autant d'appétence sur le logement, sur la construction, sur l'immobilier. Une personne, et vous posez la question à n'importe qui, c'est quoi la réussite pour toi? C'est d'être propriétaire. C'est pas d'avoir une Rolex. Donc, on pousse ces gens. Moi, je pense qu'à un moment, ce qui va se passer, on recrée ce qu'on avait créé dans les années 70, à savoir des cités dortoirs. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que dangereux et d'abord injuste. Parce que, en fait, cette femme, cet homme viennent travailler. Ils peuvent tout aussi être cadres. Il y en a certains qui préfèrent rester dans l'appartement des parents. Donc, on ne prend pas en considération, finalement, notre histoire et notre histoire immobilière et le rapport qu'ont les Français avec ce sujet. Ça me permet de faire la transition avec un livre que je conseille à nos auditeurs, celui d'un sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayad, qui avait écrit Nanterre et les bidonvilles, qui parlait de la première génération d'immigration algérienne qui s'était installée à Nanterre. Et cette question, elle est liée à ce que je viens de dire, c'est que la France connaît aussi une grande part d'immigration aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, on a besoin de logements, on est en besoin de logements. Quid de ces nouveaux immigrés, de ces nouveaux arrivants en France? Comment est-ce qu'on les loge? Parce qu'in fine, on vient de le dire, les banlieues qui servaient à la base pour des logements de dortoirs pour ceux qui y dormaient, notamment ceux de Nanterre, etc., sont en train d'évoluer. Donc déjà, même les anciens immigrés n'y habitent plus. Où est-ce qu'on loge les nouveaux dans ce cas-là? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un projet de loi qui est passé au mois de décembre également, qui, sans faire de politique, je vais prendre l'aspect immobilier, nous pose un problème. Qui construit? Qui sont les ouvriers? Nous sommes au même niveau que nos amis restaurateurs, c'est-à-dire que sur les chantiers, bizarrement, nos ouvriers sont issus de l'immigration et nous en avons besoin. Pour rappel, on est censé faire 300 000 logements par an. Donc, bien évidemment, on n'a pas encore toute la loi, puisque ça continue à se chicaner un peu sur, en tout cas, fond et forme, a priori. Il est logique que ces personnes qui viennent à nous aider à construire le pays soient logées dignement. Donc, là aussi, je serais très curieuse de savoir comment nous allons les accueillir, quels seront les critères. On est aussi dans des métiers pénibles. On a besoin, nous, d'une manne jeune dans la construction, parce que je peux vous assurer que de porter des sacs énormes de ciment, c'est pas faisable pour tout le monde, moi la première. Et il est logique qu'on soit respectueux vis-à-vis d'eux. Donc, il est hors de question de les envoyer à 30 km de Paris. Et là aussi, nos politiques ont un rôle à jouer. Et en préparant ce moment avec vous,
je réfléchissais à la manière de pas trop politiser le débat. Mais moi, aujourd'hui, j'en profite pour en appeler aux politiques. C'est-à-dire, si vous voulez venir faire un stage avec nous sur des chantiers, dans les agences immobilières, chez les bailleurs sociaux, voir comment ça se passe, comment nos journées sont rythmées, les problématiques auxquelles on doit répondre, les personnes que nous rencontrons, qui sont des futurs habitants, des utilisateurs, la détresse, vous êtes les bienvenus. Dernière question avant de clore cet entretien. Marseille. Qu'est-ce qu'on fait des cités phocéennes de Marseille? Qu'est-ce qu'on fait des quartiers nord? Quand on voit les images quand même qui sont terribles par rapport à la détérioration de ces immeubles, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un plan logement sur Marseille? Est-ce qu'il est possible de reloger ces habitants, de démolir enfin peut-être certains bâtiments qui sont totalement détériorés et dysfonctionnels? Est-ce que tout ça est un rêve? Est-ce que c'est réellement faisable assez rapidement? J'en parle parce que j'y suis allé assez régulièrement, notamment la Castellane. La Castellane. Vous me posez cette question parce que j'ai passé mon enfance à Marseille. Notamment. Marseille n'est pas du tout construite comme les Paris. C'est-à-dire que quand vous me parlez, par exemple, de la cité de la Castellane ou autre, Marseille a ce qu'on appelle une périphérie intégrée. C'est-à-dire il y a pas cette image de couronne comme on peut l'avoir sur la région parisienne ou sur d'autres villes. Le plan logement, oui. Maintenant, la difficulté de Marseille, c'est de savoir finalement, est-ce que ces Marseillais qui sont des Marseillais pur jus intramuros vont accepter de se retrouver dans cette dynamique de on vous envoie plus loin, et surtout, si le plan relogement fonctionne, finalement, est-ce que le centre de Marseille ne va pas être gentrifié? Parce que les quartiers nord, c'est quand même pas mal en termes de situation géographique. Donc c'est toujours le même sujet. Les Marseillais sont beaucoup plus attachés à leur ville que les Parisiens ne le sont. Il y a une façon de penser Marseille, de vivre Marseille, qui n'est pas la façon de penser Paris et de vivre Paris. Et puis Marseille, Paris un peu moins, mais quand même Marseille beaucoup. La problématique, et si vous connaissez un peu l'aménagement du territoire, vous n'êtes pas sans savoir que Marseille a pas beaucoup de stations de métro, pas beaucoup de lignes de métro. Pourquoi? Parce que dès qu'ils creusent, ils tombent sur des vestiges archéologiques. On n'est pas à l'abri, si on démolit, de s'apercevoir que finalement on avait construit sur tel ou tel vestige. Et alors là, on va tomber dans un autre phénomène, les architectes du patrimoine vont s'en mêler. Et finalement, c'est nécessaire. Il y a beaucoup d'insalubrité, mais parce que c'est une ville qui a une histoire. Donc ça, on doit vraiment s'assurer, notamment autour du quartier de la gare Saint-Charles, qu'il n'y ait plus d'immeubles à s'effondrer comme ça. Et pour les fameuses périphéries intégrées, c'est encore une fois se dire est-ce que ces habitants qui ont créé une véritable communauté ont l'envie d'être complètement déracinés. Et je vais aller même plus loin parce que la population marseillaise n'est pas la population parisienne. Et il y a plein d'histoires, il y a plein de représentants de différents pays. Ils ont créé, ils ont cet ADN de on est là, on y est ensemble. Donc je pense que une concertation va être nécessaire. Maintenant, aux élus de se déplacer là-bas. Parce que on en est à la 2e, 3e génération. C'est des histoires de famille aussi, ces appartements et ces quartiers qui sont en plein centre de Marseille. On parlait de réhabilitation, vous me parliez de la Castellane. On va prendre l'exemple du côté de la Joliette, donc le port d'import-export. Et on a vu, ils ont quand même réussi dans ce coin-là à non seulement créer de l'activité, donc activité, restaurant, centre commercial, et dès lors que vous avez une construction finalement soit de logement, vous avez une construction derrière de commerce, et vice-versa. Est-ce que finalement, si on s'attaque à la Castellane ou autre,
n'aurait-on pas la possibilité, puisque de ce côté-là, on a quand même un peu plus de place, de créer finalement un nouvel arrondissement qui serait au démarrage peut-être une situation pour loger les gens des quartiers nord le temps que ce soit réhabilité, ou de créer un quartier qui serait cohérent avec l'attente des Marseillais. Mais les Marseillais partiront pas de Marseille. Ça, c'est une évidence. Ouais, comme le dit un rappeur marseillais Algeriano, difficile de quitter le HLM vu sur la mer. Julie Doirin, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Et puis à nos auditeurs, je vous dis à très vite. À très bientôt.